Olivier Baude, nous allons passer un moment autour de la question de l'archivage de la langue orale. Euh, Vous avez, je crois que je vais y aller avec le tu as parce que ça va devenir artificiel. Tu es à l'origine de ce projet Écouter parler, qui consiste à reprendre un travail qui a été fait dans les années 1920, ou même 1911. 1911 en France, et consistant à recueillir les langues parlées à travers la France. Je te laisse expliquer mieux ce projet. Ouais, ouais, je, je peux faire un petit point avec un petit point de passage avec l'heure précédente et l'importance qu'on a vu apparaître vers la fin de la discussion sur l'apport de la technologie dans la transmission des langues et l'apparition de l'intelligence artificielle, de la traduction, de ce que vous allez pouvoir provoquer maintenant. De fait, les technologies ont toujours eu un effet important sur la relation qu'on a avec la langue. Et le bouleversement qu'on a connu il y a un peu plus de 100 ans, à la fin du 19e, c'est la capacité, la technologie qui a permis d'enregistrer d'enregistrer la langue orale. Donc, de s'entendre. Donc, de s'entendre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir parler, de pouvoir s'écouter, et de pouvoir donc conserver, conserver la langue. Et c'est quelque chose qui a tout de suite fortement intéressé un certain nombre de personnes, notamment des linguistes, mais pas que. Hein. Le premier grand projet, c'est 1877, c'est en Autriche, à Vienne, où il y a les premières idées, la première intention avec l'invention du phonographe, de dire ça va révolutionner notre savoir et notre relation à la langue. Pourquoi? Parce que la langue était conservée sous sa forme écrite, travaillée sous sa forme écrite, transmise sous sa forme écrite, en tout cas dans pas mal de traditions. Et là, d'un coup, la technologie permettait d'enregistrer la langue avec cette idée que ce moment fugace, immatériel de la langue orale, là, d'un seul coup, devenait matériel. Et on allait donc pouvoir à la fois d'écrire la langue à partir de cette matière. Et donc, c'était en fait un nouvel accès à la langue. Et diffuser, il faut diffuser l'oral. Et diffuser, et d'ailleurs, effectivement, l'objectif que se sont donnés les premiers grands projets d'archivage de la langue, c'était effectivement de conserver, d'écrire et d'enseigner, diffuser, transmettre. C'est important. Et donc, ça a été repris en France par un linguiste, Ferdinand Bruno, qui, effectivement, en 1911, a créé les archives de la parole, vraiment cette idée de dire qu'il allait bouleverser la science, puisqu'il pouvait enregistrer la parole, la conserver, la transmettre, la décrire. Et donc, en 1911, c'est un grand programme de ce linguiste autour de la langue et autour des langues parlées en France, avec immédiatement un objectif qui s'est développé assez fortement, puisque au-delà de l'idée de conserver des voix célèbres, donc c'est aussi une première approche qu'on a, c'est essayer de transmettre ce qui fait la beauté, l'art, la culture d'un moment. Ça va être aussi de conserver la parole ordinaire et de conserver non seulement le français parlé, mais aussi les dialectes, les langues parlées sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, moment assez magique, mais il va y avoir la concentration de deux technologies nouvelles, si je puis dire en tout cas. C'est l'invention du phonographe qui permet d'enregistrer, mais aussi depuis peu les automobiles
avec une possibilité de se déplacer. Et donc, Ferdinand Bruno va croiser ces deux technologies en se disant, je vais pouvoir embarquer un phonographe pour aller partout en France, enregistrer la diversité des langues parlées en France. Et c'est son grand projet. Le début du projet, c'est un grand projet institutionnel à la Sorbonne, qui est effectivement de faire des enregistrements et de faire donc des archives de la parole, mais immédiatement, il a cette volonté d'aller sur le terrain, d'aller partout en France avec une des premières Renault, avec une automobile, pour aller de village en village se déplacer. Et il faut voir tout de suite que derrière cette idée-là, ça répondait pour lui à une exigence scientifique qui était l'impossibilité autrement de faire des enregistrements à Paris. C'est-à-dire penser que c'était impossible de déplacer des personnes pour venir parler, ou en tout cas, ils n'auraient pas parlé la langue telle qu'il la manière. Voilà. Donc, il n'y avait qu'une seule possibilité, se déplacer sur le territoire, enregistrer et décrire immédiatement, conserver. Alors, il a fait ses expéditions avec un linguiste, un mécanicien embarqué dans cette automobile et avec un matériel qui pouvait, portatif, hein, ça pesait que 50 kilos, mais il trouvait ça vraiment extraordinaire qu'un truc aussi mobile qu'un objet de 50 kilos pouvait permettre d'enregistrer, et il enregistrait sur ces cylindres qu'il conservait précieusement. Et qui sont aujourd'hui encore... et donc, ils sont aujourd'hui qu'on peut tous aujourd'hui écouter, puisque la Bibliothèque nationale de France les a conservés, les conserve, les a numérisés et les met en ligne sur Gallica. Si vous allez sur les archives de la parole de Gallica aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre ces premiers enregistrements de 1911. Alors, vous allez pouvoir entendre Apollinaire qui récite ces poèmes. Vous allez pouvoir entendre Dreyfus, qui avait été enregistré à ce moment-là. Et puis, vous allez pouvoir entendre aussi un tapissier du 14e arrondissement de Paris qui raconte sa journée. Et vous allez entendre les différentes enquêtes qui ont été faites dans les Ardennes, dans le Berry, dans le Limousin, qui étaient les premières grandes enquêtes faites par Ferdinand Bruno. Alors, je m'imagine dans un siècle, quelqu'un faire à peu près la même émission et parler de ton camion. Alors, écoutez parler, c'est un camion qui reprend, en tout cas qui modestement et humblement fait effectivement un clin d'œil à Ferdinand Bruno il s'agit d'un dispositif, en fait d'un triple dispositif mobile. Donc c'est un petit camion hein, qui permet à la fois de faire découvrir la diversité des langues, puisque à l'intérieur du camion, on a embarqué des plateformes technologiques qui permettent tout simplement de faire écouter les langues. Et donc le camion permet déjà de faire écouter la diversité des langues, ce qui permet toujours d'avoir une discussion passionnée avec tous les participants. On a toujours énormément de plaisir à découvrir et une soif de découverte des langues. Et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des personnes avec le camion, la première chose que les gens font, c'est nous raconter leur propre biographie langagière, leur propre vie langagière. Ça passe tout de suite à oui, je parle telle langue, ou ma mère, ou mes parents, ou dans mon enfance. Donc le camion, il permet de faire ça en premier lieu. Vous pouvez écouter les enregistrements des archives de la parole, vous pouvez écouter des centaines de langues qui sont disponibles dans le camion et qui sont montrées à partir d'enregistrements faits par des chercheurs. Ça, c'est le premier objectif du camion. Juste un tout petit peu plus dans le détail, on rentre dans le camion, on est accueilli par une personne. Voilà, on rentre dans le camion, on est accueilli par un animateur et avec qui on peut discuter et qui a à disposition des écrans et des dispositifs audio avec des tablettes pour faire écouter effectivement, et on se balade dans les langues du monde et notamment dans les langues de France, ou en tout cas dans les langues parlées en France.
puisque effectivement, à côté du français et des dizaines de plus de 75 langues de France, il y a aujourd'hui plusieurs centaines de langues qui sont parlées dans le territoire. Ça, c'est des images sonores qu'on a tous. Il suffit de rentrer dans les transports en commun dans la journée, d'aller dans la rue, de traverser un quartier pour entendre des dizaines de langues hein, assez facilement. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve justement. Il y a pas de musée pour les langues. Alors, on va voir si la Cité internationale de la langue française va apporter une relation nouvelle à la reconnaissance de la diversité des langues. Mais dans le camion, il y a une expérience immersive ici, mais qui est une expérience qu'on vit tous les jours, sur laquelle on attire l'attention, qui est d'avoir accès à cette diversité linguistique. Ça, c'est la première chose qui se passe dans ce laboratoire mobile des langues, écouter parler. On commence par écouter ensemble ici les langues. Et dans un deuxième mouvement, après, ce laboratoire se métamorphose en quelques clics, si je puis dire, en petit studio d'enregistrement. Et là, selon différents dispositifs, on permet à tout à chacun qui le souhaite de pouvoir participer à des enregistrements et à, je veux dire, donner sa langue, sa parole à la science. Donc, on fait des enregistrements de conversations ordinaires, ou on fait des enregistrements d'interviews, ou on fait des enregistrements d'autres situations linguistuques. Et comme tu le disais, c'est là que la langue se délie. Et là, la langue se délie d'une manière tout à fait classique et en même temps formidable. Et c'est un bonheur, je peux dire, pour un chercheur comme moi, à chaque enquête comme ça, à chaque moment passé ici, de découvrir et de rencontrer des personnes qui, effectivement, vont avoir leur langue se délier et vont parler tout à fait spontanément avec nous. Et ces enregistrements-là, ces conversations-là, on leur donne un statut, on les reconnaît puisque puisque nous les conservons, nous les mettons à disposition pour de la recherche en linguistique sur des domaines très variés, mais aussi pour des usages. Et il y a des artistes qui travaillent avec nous et qui en font des œuvres, ou des œuvres multimédia ou des reprises. Il y a des usages aussi pour l'enseignement du français et des langues étrangères, et puis des usages aussi pour les technologies du langage. Donc il y a des usages très, très, très variés, mais également ces enregistrements sont déposés à la Bibliothèque nationale de France et rentrent, comme les livres, dans notre grande maison de conservation et de diffusion du savoir et de la culture, qui est une bibliothèque. Nous avons eu, il y a une heure, des souffleurs qui nous ont raconté un tout petit peu leur archivage des langues parlées à Bagnolet. Et ce qui est peut-être la différence entre ce que vous mettez en œuvre, c'est qu'il y a dialogue dans votre cas, alors que à Bagnolet, chaque personne est un auteur d'une certaine manière. C'est vrai. Disons que on est dans des situations langagières différentes. Et on a l'habitude de conserver plutôt un certain type de situation. Hein. On a l'habitude de conserver des discours, on a l'habitude de conserver des propos, des entretiens. Voilà, on a aussi l'habitude de conserver des acteurs voilà, des constructions culturelles. Dans le camion, on peut le faire, mais on fait aussi des conversations ordinaires, et c'est un élément important puisque ça concerne une activité quotidienne que nous avons tous. Nous vivons tous, les linguistes le savent, chaque individu dans la journée est confronté à une grande variété. Nous parlons dans des situations variées, très différentes, tous dans la journée, au travail, en famille,
dans la sphère publique, dans la sphère privée, avec des registres, des niveaux de langue, et on fait des pratiques de langue différentes, mais il y a un élément, en tout cas, il y a une situation qui est commune, qui est universelle, qui est celle de la conversation. Et cette conversation, c'est un objet clé que nous enregistrons dans le camion, même si, encore une fois, il est aussi utilisé par des artistes. Et d'ailleurs, croyez-moi que j'ai bien entendu les souffleurs tout à l'heure et que ça ne nous donne qu'une envie, c'est de faire une rencontre entre le laboratoire mobile et les souffleurs. Non, peut-être en travaillant encore un petit peu ce détail de ce qui se passe dans le camion, en effet, tout dépend de la constellation des personnes en présence. Parce qu'on peut avoir une conversation entre pairs, ou au contraire une conversation entre personnes très très différentes, et les sujets divers aussi, bien que j'ai l'impression que la question de la langue arrive assez vite, presque automatiquement, dans ces échanges. C'est vrai que dans les conversations qu'il y a dans le camion, alors il y a un effet écouter-parler, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que nous recherchions au début. Si nous avons travaillé le camion de la sorte, avec un dispositif un peu particulier, avec un graphisme pour que les gens se sentent participants à ce projet-là, c'est pour contrer une difficulté forte que les chercheurs en linguistique ont quand on travaille sur l'oral et qu'on appelle le paradoxe de l'observateur, c'est que dès qu'on veut enregistrer des situations qu'on pourrait qualifier naturelles, je ne sais pas si c'est des situations naturelles, mais en tout cas qu'on pourrait qualifier des situations où il n'y a pas un contrôle de ce qu'on dit qui est lié à la situation d'enregistrement. Donc, dès qu'on essaie de mettre les personnes dans une situation où ils parlent comme quand ils ne sont pas enregistrés, eh bien, on est bloqué. On est toujours dans une situation d'observateur, d'enquêteur, et ça, c'est très lié à la langue. Et je dois dire, pour l'avoir vécu dans plusieurs pays, encore plus fortement en France, il y a une surveillance de la langue très forte, puisqu'on sait que c'est un moment, un lieu d'évaluation particulièrement important. Donc, c'est très dur de ne pas rester dans de l'autosurveillance. Or là, le laboratoire mobile, et d'ailleurs plutôt écouter parler que le laboratoire mobile, écouter parler, ça donne envie d'écouter et de parler. Et c'est ce qu'on recherche, c'est que les participants jouent le jeu et aient envie d'être dans une atmosphère où on écoute et on parle, et c'est ce qui se passe. Et ça marche. Et ça marche. D'ailleurs, on a entendu des propos dans certaines villes étonnants même. On n'oserait pas dire dans un autre contexte que dans celui-là. Mais oui, c'est vrai qu'on est après surpris de voir à quel point, quand on libère la parole et quand on la reconnaît, tout locuteur se sent à l'aise et se sent libéré. Et ça, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut reconnaître et qu'on peut reprendre qu'on peut expliquer aussi par cette modernité de la reconnaissance de l'oral. C'est vrai que ça fait que plus d'une centaine d'années qu'on peut enregistrer la parole par rapport à des milliers d'années où on a travaillé sur l'écrit. Donc, on est encore, il faut le dire, les recherches en linguistique sont encore très jeunes sur l'oral. Et ça apporte beaucoup de méconnaissance encore, et donc de ressenti, de ressentiment, et une place qui est, on le voit bien, pas encore maîtrisée sur l'oral. Donc, dès qu'on libère cette chape de plomb qui repose sur l'oral, ce qu'on fait dans des ateliers, ce que font les souffleurs ailleurs, ce qu'on peut faire dans des situations effectivement culturelles, artistiques ou d'animation ici, on peut aussi le faire, même dans une démarche de scientifique et j'allais dire, de conservation d'un patrimoine. Conserver de la parole ordinaire,
c'est aujourd'hui important. C'était l'idée depuis le début. Et c'est important à la fois pour faire avancer la science, mais aussi évidemment pour faire avancer je veux dire, la vie de chacun aujourd'hui. Alors, si on fait un peu une comparaison entre ce recueil de paroles de 1910 et celui que vous effectuez maintenant, on peut déjà faire quelques différences de catégorie. On peut dire que peut-être que les dialectes sont moins fortement marqués, je me trompe peut-être, et Non, que par contre, on a une plus grande présence des langues du monde. oui, c'est évident. On a une liste très importante de langues parlées qui sont citées par les personnes qui rentrent dans le camion et sûrement plus importante qu'il y a une centaine d'années. Pour vous donner une petite anecdote, dire que c'est même pas toujours évident de définir ces langues-là, c'est que on est aussi confronté à une difficulté pour les locuteurs, pour chaque personne qui parle une langue, de la nommer. J'ai encore comme exemple quand sur la ville d'Orléans, on faisait un recensement des langues qui étaient parlées dans les écoles, en interrogeant, en demandant aux élèves de dire quelle langue ils parlaient. On est tombé sur des dizaines et des centaines de noms de langues, mais aussi de noms qu'on n'utilise pas pour des langues parce que il y a une difficulté à nommer la langue. Je pense à un élève qui disait il dit oui, chez moi il y a deux Congolais, un Congolais que je comprends et un Congolais que je comprends pas. Le Congolais, c'est pas le nom qu'on utilise pour une langue, mais pour cet enfant-là, c'était une manière de dire, de parler d'un objet comme ça qui était, en tout cas, qui était chez lui, un objet linguistique, auquel il était confronté, des pratiques, il entendait ses parents et il reliait ça à ces différentes langues. Donc ça, c'est des évolutions qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de langues, il y a aussi beaucoup plus de contact entre les langues, donc il y a beaucoup plus de mélange de relations et c'est ce qui rend, les langues vivantes. Et donc, sur cette centaine d'années, on voit cette évolution, on le voit aussi sur le français. C'était aussi un des objectifs de ces premiers enregistrements, c'est de dire que sans ces enregistrements-là, on n'était pas capable d'attraper la variation linguistique et le changement linguistique. L'évolution des langues, notamment qui passe par des évolutions phonétiques, mais aussi sur le lexique, mais aussi sur la construction grammaticale, eh bien, on avait besoin de ces enregistrements oraux pour les voir. Et donc ça, on le voit depuis une centaine d'années, mais on le voit aussi sur des périodes beaucoup plus courtes. En 10-20 ans déjà d'enregistrement, alors évidemment, on a des mots qui sont différents, mais on a aussi des différences qui sont beaucoup plus fines. Je vais vous donner un exemple. On a des enregistrements alors là, qui n'ont pas été faits dans le camion, mais qui ont été faits dans le cadre d'un portrait sonore d'une ville il y a un peu plus de 40 ans, où les chercheurs de l'époque avaient enregistré une centaine de personnes qui racontaient comment ils faisaient une omelette chez eux. Donc, une centaine de recettes d'omelettes différentes, et puis ça a été fait 40 ans plus tard. Et en 40 ans, il y a, parmi les nombreuses études qu'on peut faire dessus et les nombreuses remarques, il y en a une qui m'a toujours beaucoup plu, c'est que dans les enregistrements dans les années 70-80, à chaque fois qu'il y a une recette, que dans les recettes, il y avait un possessif, on disait ma poêle, mes œufs, mon beurre, etc., c'était une femme qui parlait systématiquement. Et donc, il suffisait de regarder cet élément-là pour savoir que la recette était prononcée par une femme. C'est des choses qui ont changé, évidemment, en 40 ans, sur des éléments comme ça, qui sont d'ailleurs ceux qu'on utilise tous les jours quand on entend les personnes parler. En fait, quand on converse, on fait aussi ce travail-là de suivre l'évolution de la langue, mais aussi l'évolution de la société. On passe notre temps. Il vous suffit d'écouter quelques secondes quelqu'un au téléphone ou dans la rue
pour vous faire une image sociale de cette personne, pour savoir si cette personne a fait des études, pas d'études, si elle est plutôt dans tel cadre professionnel, dans tel autre cadre, etc. Et ce qu'on entend en quelques secondes, c'est aussi ce qu'on capte quand on fait des enregistrements comme on les fait aujourd'hui, et donc qui permettent de voir à la fois l'évolution des langues et l'évolution des sociétés. Si tu veux bien, Olivier, nous allons passer quelques bandes, peut-être à la fois nouvelles et anciennes, certaines plus anciennes. Bien sûr. Ça nous permettra d'écouter avant de parler. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, messieurs, la création d'appareils qui enregistrent et reproduisent la voix humaine complète une série d'inventions qui a commencé le jour où l'homme a imaginé de dessiner un premier symbole pour représenter sa pensée. Après l'écriture, après l'imprimerie, il restait encore un progrès essentiel à faire, car ni l'une ni l'autre ne fixe ni ne transmettent la parole dans son intégrité absolue. En effet, si cette parole, par fonction, est une image de la pensée, par essence et par nature, elle est un assemblage de sons et de bruits. Or, ces sons et ces bruits ont un rôle tel. Ils contribuent tant à donner aux langues leur caractère. Ils servent si bien à charmer, à persuader, à instruire, que l'effet de la scène la plus pathétique, du discours le plus éloquent, de la leçon la plus nette, est diminué, parfois détruit, quand on n'a pas pu les écouter. On est allé voir les vendeurs de rue, qui étaient réprimés, confisqués. Quand ils avaient l'opportunité de vendre sans police, on allait les voir pour leur dire faut aller manifester parce vous avez le droit de vendre, on a le droit d'acheter. Mais ça, c'est l'assaut, c'était déjà monté ou Non, l'assaut n'était pas monté, c'était le collectif. C'est comme ça que j'ai rencontré Abdel en disant on est un collectif de vendeurs, on a des places sur des vides-greniers en échange qu'on nettoie, qu'on récupère. Si ça t'intéresse, rejoins l'assaut. On fait des réunions, voilà, je lui donne le papier. Et Cassie, c'est un enfant arrivé, enfant quoi, c'est un adulte maintenant, mais il est arrivé enfant de Roumanie, ses parents vendaient sur le marché qu'on organisait, donc quelques années après avoir rencontré Abdel, et il est venu nous aider à la fin, parce qu'il n'y avait rien à faire. De fil en aiguille, tout le monde a vu qu'il travaillait bien, et donc du coup on a dit bon on pourrait peut-être l'embaucher. Puis un jour il vendait du muguet le 1er mai tout seul à Croix-de-Chavaux. Donc je me suis dit, c'est vrai que quand même il est courageux. Le 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade, comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Et tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient pu recevoir de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. Il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que leur sacrifice leur avait mérité de la part de leurs contemporains. Et même s'ils parurent oubliés, ils ne furent pas les plus mal partagés, car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était témoin. Kambo walambe na lamura kambo raunu hade mihalunje kalumba yabi ngana lunjamba malwa mahaya mewala wen mani nain kalumba anda lumba ruanga bala wen mani nain lumba bia wen mani nain ngamambe be miu bamwe ga raun hale mihanguna li amura kambo bia wen mani nain barambe ni hanairi malebe melanga ndengelan mailunda kalu alunja bagi garawai ganga mumamo kalu yabi ngombe alunja kalu ambe kalu ya ngombe hawo maralu kalu de la alunja kalu aluro kalu rarimbale alambwe. C'est tout simple. Je voudrais vous demander comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous? Une omelette? Une omelette. En cassant les œufs. Oui, mais... Baveuse. Comment? Vous faites. Décrivez un peu ce que vous faites. Pour faire l'omelette? Pour faire l'omelette. Ah, vous tombez bien, c'est moi qui les fais toutes ici. Ah, bon, alors, j'écoute. Je casse les œufs Oui. dans un bol ou dans un saladier, sel, poivre, des petits morceaux de beurre que je mets avec
que je bats avec les œufs. Je mets des tranches de bacon dedans, je tourne tout et dans la poêle très chaude. Voilà l'omelette pour moi. Eh bien. C'est moi qui l'ai fait toute. Madame a horreur de faire cuire les œufs. Très bien. Alors. Ah non, baveuse. Vous m'en mettez l'eau à la bouche. Nam ter baas vugale wien ni verlies ni ve ties bebuget. Te waar we la na groter bienes buget. Men nam ter baas de la jonas ties buget. En dus is de gregoyer tienen dan. En we de la que doet die hoeken. L'Ourcq, c'est un axe intéressant parce que c'est toute ma jeunesse et puis même après parce que j'ai habité Pantin pendant des années. Et l'Ourcq passe à Pantin, évidemment, et juste derrière la mairie de Pantin, le canal de l'Ourcq. C'était mon terrain de jeu quand j'étais môme, moi. Puis je venais régulièrement ici à la campagne, mes grands-parents habitant là. Neuilly-Saint-Front, le long de l'Ourcq, Rozay-Saint-Albin, partout où l'Ourcq passe. J'ai toujours suivi cette rivière, cette rivière et ce canal. C'est vraiment bien. C'est le cœur de cette région, en fait, hein, pour nous qui habitons là. C'est un axe qui en plus, qui joignait le pays de mes parents et la ville où on a habité après. C'était la ligne, quoi, qu'on avait à suivre. Mais oui, il y a longtemps que je travaille, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Chemonnier? Comment tu m'as son Ah, c'est des meules en pierre et tout ça. Il y a une vanne, il y a dans grand eau. Et puis ça, il y a des trous dans la grande meule en bois. Ça va dedans, ça donne la pesanteur à la roue, ça la fait marcher. Ah oui. Oui. Et du son, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le son, elle met à part pour le bestia. Oui. Et la pommelle. À la pommelle, à la meuille pour les cochons. Oui, oui. Ah. Et du sarrasin. Ah, le sarrasin, c'est pour faire la galette. Oui. Et le froment. Le froment, c'est pour faire du pain. Ah oui. Oui. Et les meules, comment ils sont? Les meules, ils sont en pied. Là, ce sont les vacances. Et il y aura des activités aussi qui vont être organisées par les éduques qui feront qu'on pourra tous se voir. Poser, discuter, manger, danser. Vous voulez préparer là, vous nous avez mis l'eau à la tête. Ouais, danser, parce que nous on aime beaucoup danser. Là, nous tous On n'a pas la vidéo, mais s'il y avait la vidéo, il aurait fallu faire quelques petites démonstrations. Oui, et danse, on ambiance, voilà. C'est moi, je suis la star du moyen. Alors, mais en tout cas, elle danse bien, Mariam. Ah, bah c'est ça. Bientôt, je suis une star. Inch'Allah. Ah oui. Inch'Allah. Créole, c'est une langue, c'est une nation, c'est une force. Pendant longtemps, il n'y a pas été venu parler créole. Genre là, nous avons cherché à savoir, est-ce que créole n'est place à y? C'est vrai que nous avons parlé français aussi, mais première langue, nous, c'est créole. Créole, c'est une force, c'est une nation, il ne faut pas oublier ça. Depuis tout petit, nous grandissons à parler créole. Faut nous aussi pas oublier transmettre génération là qui a venir derrière la créole là parce que c'est vrai il y a un lot là qui veut pas parler créole parce que pour eux c'est langue à les anciens langue esclavage mais non créole c'est un patrimoine et c'est pour ça que moi-même je continue à parler créole chanter créole respirer créole penser créole et que c'est mon Guadeloupe Martinique Haïti Guyane sans seul créole sans seule force sans seule communauté, faut pas nous oublier que nous avons la même histoire. Et créole aussi, c'est en force, parce que c'est qu'il tire en nous. Et un monde sans qu'il tire, peut pas être bien loin. Et ça qui veut pas nous parler créole, ils savent bien force à créole. Un qui garde si on écoute musique en créole et on écoute musique en français, c'est des bits indifférents. Petit maman nous, t'as qu'à chanter nous en créole pour nous te dormir ou nous pas bien. C'est pour ça que je là moi qu'a dit qu'il faut en place dans la culture française bas créole parce que sans créole, sans nègre, parce que créole c'est pas qui nègre aussi c'est blanc mais c'est nègre avant tout, créole fait en sorte que la France, aujourd'hui, là, a existé. C'est grâce à nous si la France
réussi à avancer, lever. Alors, je là. Le maire Marceau. Mimile, signé quoi? Il ne faut qu'un canon, alors. Ah non, faut qu'il ne dévalise pas la carte, ça commence à m'embêter tout ça. Eh ben, il nous l'a dit. Vous n'arrivez jamais d'acheter que quand j'étais sous. Où est-ce qu'elle bâtit? Ah, d'une affaire. Ah, ça veut dire, on barre ben, on a vu. Ah, ben, ma foi, mieux que ça va, je dois quoi vivre. Ben, il y a pareil. Vous êtes toujours tout, et ben, je n'aime ça. Ben, il me dérange rien, lui. Ah, non, il me dérange, mais vous le savez. Ah, mais le maire Marceau, vous voyez, mais quand il faut, vous voyez, quand il y a pas l'autre. Ah, ben, mon Dieu, là, vous allez voir tout le même votre canon, puis vous tirez, va l'heure qui se passe. Oh, ben, mais je te compte de bête. Les gendarmes ne nous trouvent jamais. Ah, ben, ma foi, là, c'est qu'ils l'avons passé hier, et Jacopo pour qu'il ne repasse un canille. Ma ci sono mondi di questi tipi di... Di speziare, si trova mica spesso, ma è urti, dimo questo è un maschio femmina. Non so mica se lui è proprio maschio femmina, ma è per esempio un capretto che ben in onda, ma io da Dio non l'ho mai visto, ma sento che era un maschio femmina. Voilà. Alors la chevrette. La capretta. E chi già infatti questa di una capra piucciuga? No, è mica più che giovane, è giovane. Una capretta per esempio, è capretta fino a un anno e mese è capretta. Dopo una volta che la via, è una capra. È avanti via, non ha mai figliato. E une chèvre docile? È una capra calma. Dolce, calma. Ci sono più calmi e... Il y avait quelque chose de signé qu'ils reconnaissaient leur existence. Leur existence. Minimum, même qu'après. Et la territorialité de tout ça. Là. Ouais. Et quelque part, c'est pour ça, même que c'était des abus, mais hallucinants, quoi. Mais en raison de ces traités, il y a un appui que maintenant ces nations peuvent... historiquement valable, une preuve. Oui, il y a un truc. Et parce que tout le pays du Canada est construit autour de ces lois-là, sans défaire leur propre réalité et gouvernement, ils doivent les honorer. Il y a un truc là qui fait... on n'a pas envie, comment on peut détourner ça, parce qu'on ne veut pas perdre la richesse, le territoire et tout. Mais si on le nie, ben tout est nié quelque part. Donc, tout à fait, tout le fondement, la structure constitutionnelle du pays. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et cet aspect institutionnel des choses a beaucoup déterminé la colonisation, la possession de la terre, et donc construit de nouvelles identités. Et quand c'est là où le terme de créole peut prendre tout son sens, à la fois comme identité, mais aussi comme langue. Donc, les deux sont mêlés. Bon, créole de la Nouvelle-Orléans, d'Haïti, des Antilles, Guadeloupe, Martinique, parce que je crois que la Guadeloupe a été échangée contre le Canada dans l'histoire. Il y a quelque chose de ce type-là. Ça fait partie. Oui, dans les deals. Entre les prédateurs européens. J'aime ça. Moi aussi j'aime ça cette terme parce que c'est vraiment ça. Il y a eu ça. Donne-moi, je te donne. Et oui, mais la Guadeloupe a été échangée contre un État. Mais je pense que c'est le Canada, vous avez raison. Voilà, le Canada. Il y a eu ça. Je l'ai entendu officiellement, il n'y a pas, et même lu aussi quelque part. Et donc les identités, aujourd'hui, reconnaître l'identité créole à Haïti comme en Guadeloupe, Guyane, est-ce que c'est la même chose que reconnaître l'identité d'un autochtone au Canada? Pour nous, c'est des questions très importantes. Moi, je suis peut-être mal placé pour le dire. Je suis originaire de la Casamance, du sud du Sénégal, et j'ai vu depuis 32 ans en Martinique comme journaliste, et j'ai fait toutes les Amériques, sauf le Canada. Le Canada, pas encore. Vous êtes vraiment, vous, monsieur, un Parisien de Paris? Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous êtes né à Paris même? Je suis né à Paris même, boulevard Sébastopol. Et vous avez demeuré là longtemps? Oh, une fois, mais je suis parti rapidement. Où êtes-vous allé ensuite?
Je suis monté du côté de Montrouge. Au 14e. Au 14e. Dans quelle rue? Rue Daguerre. Et puis, ensuite, j'ai été à Mille-Orléans. J'ai travaillé dans le quartier constamment. Je les ai quittés du reste. Est-ce que vous aviez des parents, là, établis? J'avais mon parent qui était établi rue d'Enfer-Rochereau. Est-ce que vous avez un repris statut? Ah non, monsieur, il était assisté. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était encadreur miroitier au pavillon de Belfort. Et vous êtes exclusivement satisfait, alors? Absolument, monsieur, je n'ai fait que 600 emplois. Vous êtes à votre compte? Je suis à mon compte depuis 4 ans environ. Est-ce que vous n'avez pas une associée? C'est un associé, mais oui, le fils de mon ancien patron, M. Monin, qui habitait rue Sarrette à l'époque, et dont j'ai repris la maison. Onde, le totem et les flotteurs de l'Ourcq, un projet mené par l'artiste Guy Kayser. Une création dans les espaces et les temps du quotidien qui vise à enregistrer des conversations autour du cours d'eau. De sa source à Courmont, petit village de l'Aisne, jusqu'au canal Place Stalingrad à Paris, chaque étape est l'occasion d'une conversation à bâton rompu entre Guy Kayser et des habitants. Ils y racontent une histoire liée à la rivière, au canal, à la commune, à une expérience personnelle et à la poésie de l'eau. Je suis restée que 22 ans. À Milon? À Milon. Oui. Ah, vous êtes parti? Après, je suis partie 35 ans à Paris pour... Ah bah allez hop, on va raconter tout ça. On était 10 à la maison. Ils sont tous nés, on a tous né à la Ferté-Milon où elle restait. 31, 33, 34, moi 37, mon frère Michel 38, les années, 38, 42, 42, 45, 47, 52 et 55. Le 21 avril 51, j'avais mes 14 ans. Et le 2 mai, je travaillais à l'usine des stylos de la Ferté-Milon. Oh non, voilà, il traverse plein de petits territoires, voilà. Et en fait, il est canalisé. Ce voyage comprend également une collecte photographique sur les paysages de la rivière et du canal. Le totem de l'Ourcq, l'objet qu'a réalisé l'artiste pour restituer ce matériau, est équipé d'un écran et de haut-parleurs. Les images s'y transforment grâce à un programme informatique de dissolution numérique. La voix agit alors en synchronie avec les enregistrements sonores. Nous on s'y promène au bord de l'Ourcq avec les chiens, les vélos, ou en famille, en vélo, à pied. Et aussi, c'est tout. Et aussi quoi? Qu'est-ce qu'on fait nous au bord du canal? Tu pêches toi? Ouais, toi t'as l'air d'être un grand pêcheur. Toi tu viens pour faire quoi toi? À Milon, pour voir les canards. Les canards. Les gros canards, c'est des noix. Voilà. Des noix? Des noix, non, des noix, il va dire des oies. Le totem contient également les 63 flotteurs de l'Ourcq, dont les doubles ont été offerts aux participants lors des différentes étapes du périple. Tiens, va le donner à ta mamie. Donc, merci ma chérie. Merci. Donc regarde, dessus il y a marqué onde.org. Ces flotteurs permettront également aux 63 participants concernés de retrouver leur enregistrement sur le site onde.org. Pour cette expérience humaine et artistique, Guy Kayser et les habitants ont défriché ensemble et chacun à leur manière les contrées encore méconnues de l'hydrolinguistique, une nouvelle discipline imaginée par l'artiste. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve de la langue qui coule sans interruption. Et après, on verra. Qui ne marchent pas, qui ne se promènent pas, jamais. Ce sont des gens qui ne marchent pas, des gens qui ne marchent pas, jamais. Ils ne descendent jamais. Ce sont des gens qui ne marchent pas. Depuis 40 ans que je suis ici, après j'ai habité à la campagne, du côté de Brony. Écoutez parler, le laboratoire mobile des langues sillonne le territoire à bord d'un camion connecté pour faire découvrir aux riverains le français parlé et les langues de France et leur permettre de contribuer au portrait sonore de la France. Son artiste associé Guy Kayser a utilisé le camion comme outil de collecte. Onde, le totem et les flotteurs de l'Ourcq constituent donc le premier projet compagnon d'Écouter parler.